Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre et oui, c'est un top 15 d'astuces de pro qui vont très certainement, en tout cas je l'espère, vous être utiles pour gagner vos prochaines parties. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas tout seul, je suis encore une fois très bien accompagné puisque je suis en compagnie d'Amandine et Raymond. Bonjour à tous et merci à toi de m'avoir invité. De rien, ça me fait surtout plaisir d'avoir ton expertise, ton expérience sur le jeu et de pouvoir un petit peu la partager. Ça va être très utile pour cette vidéo, forcément. Et du coup, ça va être l'occasion pour moi, en plus de ça, de parler un petit peu de toi très rapidement pour te présenter parce que peut-être que certaines personnes ne te connaissent pas. En l'occurrence, tu es déjà un confrère youtubeur puisque tu as aussi une chaîne YouTube sur laquelle tu donnes plein de conseils et tu fais plein de vidéos avec plein de formats différents. Récemment sur les Battle Hosts qui sont très pratiques si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer dans une nouvelle armée. Mais également, depuis pas si longtemps que ça, il me semble, tu as lancé un nouveau site internet qui s'appelle Les Pièces Avance et qui est donc un site qui va parler principalement pareil d'astuces, de petites choses pour vous aider dans vos parties, construction de listes, etc. Enfin bref, je pense que tu pourrais nous en parler en quelques mots rapidement. Oui, effectivement, ça fait quelques mois maintenant que j'ai lancé un blog, comme le font les Anglais. Ils ont différents canaux pour ça. Et puis, il n'y en avait pas trop en France. Il y en a un principal, un autre, c'est celui de Gorbag. Et j'ai décidé de lancer le mien. On est quelques-uns à y contribuer, 5 ou 6 actuellement. Et puis on y met donc des rapports de bataille, des articles tactiques aussi sur certains points du jeu. On y parle aussi des actualités du jeu, des actualités des nouvelles figurines qui sortent, des actualités sur Vassal, ce genre de choses. Donc voilà, un blog générique sur le jeu. Parfait, je pense que c'est parfait pour faire un bon complément avec cette vidéo. Voilà, de toute façon, il y a tellement de choses intéressantes à dire sur ce jeu que franchement, si vous avez envie de lire quelque chose, des articles qui sont intéressants, mais surtout j'en profite pour mentionner ça parce que c'est ce que je relève le plus sur ce site, c'est que vraiment les articles sont très bien écrits, sont hyper agréables à lire. Donc voilà, si vous le souhaitez, le lien est dans la description, vous pouvez aller checker ça, ça vaut le détour, croyez-moi. Bon, et bien on va pouvoir entamer cette vidéo. Alors cette vidéo en l'occurrence, je ne l'ai pas écrite tout seul, même j'ai quasiment rien fait en termes d'écriture, je n'ai fait que répertorier des astuces qu'on m'a données, puisque oui, j'ai fait appel à tout un tas de joueurs très expérimentés, des joueurs qui sont vraiment très très bons, dont tu fais partie, Amandine, hein, tu fais partie de ces joueurs qui m'ont donné des petites astuces bien sympathiques. Et du coup, tous ces joueurs, ils font partie tous, en l'occurrence, des meilleurs joueurs de France. Je ne vais pas faire le top en entier. On en a même certains qui se retrouvent sur le podium selon le classement WTC. Donc vraiment des très 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 bons joueurs et ils ont tous joué le jeu, ça fait vraiment plaisir. Je tiens à les remercier vraiment du fond du cœur pour avoir permis de réaliser cette petite vidéo. Donc un immense merci à eux. Et puis écoute, avant de commencer la vidéo, moi je veux juste faire un petit aparté pour dire que tout ce qu'on va dire en termes de conseils, c'est applicable maintenant. On ne sait pas si ça sera le cas dans le futur puisque les règles du jeu vont peut-être être amenées à évoluer. Il y aura peut-être des mises à jour, des FAQ qui vont sortir, qui feront que certains tips, certaines astuces ne fonctionneront peut-être plus. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, vous verrez que tous ces petits conseils qu'on va vous donner, ils seront quand même vachement utiles. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. On va pouvoir commencer avec la première astuce. Libérez vos menaces bloquées. Armando nous a envoyé un premier conseil qui est de libérer nos menaces bloquées. C'est un conseil qui peut s'appliquer dans pas mal de situations, notamment si vous avez des magiciens avec des sorts offensifs dans votre armée. Si l'adversaire a engagé une de vos figurines importantes, comme par exemple la bête de Gorgoroth ou un de vos magiciens par exemple, vous pouvez essayer de le libérer pour qu'il puisse se déplacer. Si lors de votre tour de mouvement, qui arrive après que votre adversaire ait engagé cette grosse figurine à vous, vous avez un magicien de libre qui peut faire par exemple un trait des ténèbres sur cet adversaire qui a engagé votre menace, ou une boule de feu par exemple, voire un impact magique, même si ça peut avoir des conséquences, ou un empalement de chameau. Voilà, il y a plein de solutions, pas mal d'outils dans le jeu qui vont vous permettre de supprimer cette figurine qui avait engagé votre figurine menaçante, et une fois qu'elle est libérée, si c'est à vous de vous déplacer, vous pouvez la faire se déplacer et la faire, pourquoi pas, lancer un sort ou engager un nouveau combat qui vous arrangerait un peu mieux.
Donc c'est un premier conseil qui peut s'avérer payant, je crois. Bah ouais, tout à fait, effectivement. Si on a par exemple un Mumac qui vaut je sais pas combien de centaines de points, qui va potentiellement pouvoir piétiner toute l'armée adverse, malheureusement vous perdez l'élan héroïque et du coup l'adversaire vous charge votre Mumac avec une petite figurine. Donc pas de piétinement pour vous, vous pouvez vous dire bah mince c'est dommage, enfin c'est vraiment relou, un tour de perdu. Et bah au final si vous avez un petit roi sorcier par exemple qui se balade et qui n'est pas engagé, vous pouvez faire un petit trait de ténèbres sur la figurine qui a engagé votre Mumac, vous le tuez, et derrière, bah, c'est à vous de jouer, puisque l'adversaire avait eu l'élan. Votre Mumac, il n'a plus de figurine en contact, il est complètement libéré, et vous pouvez aller faire votre joli piétinement tranquillement dans les lignes adverses. Donc ouais, vraiment un très bon conseil auquel on ne pense pas forcément. Des fois, on pense que notre figurine, elle est bloquée, et bah, c'est bien joué, l'adversaire nous l'a bloqué, c'est fini pour ce tour-là. Et bah non, il y a toujours des petites choses comme tu as dit, l'empalement des chameaux. Ça, hein, franchement, il faut y penser, quoi. Mais c'est une possibilité. Il faut y penser. Charger la terreur correctement. Alors, charger la terreur correctement, effectivement, c'est un conseil qui est très utile. Typiquement, vous avez une armée qui cause la terreur, il y en a beaucoup dans le jeu, et si vous avez une armée en face, comme par exemple des Numénoriens noirs, ou bien vous affrontez de Langmar avec tous ces orques qui causent la terreur, ou bien l'armée des morts, enfin bref, il y a quand même plein de choses qui causent la terreur dans le jeu. Bah, admettons que vous êtes à 5 pouces ou même 6 pouces de pouvoir aller engager ces figurines-là qui causent la terreur. Bah, il ne faut pas le faire en fait. Il ne faut pas aller partir au combat tout de suite parce que vous allez faire tout un tas de tests de bravoure. Vous allez faire un test à chaque fois. Vous allez tester chacune de vos figurines pour charger. Évidemment, si votre armée n'a pas une excellente bravoure, il ne faut pas le faire puisque tout simplement, vous allez en rater plein. C'est ça l'astuce, c'est de ne surtout pas le faire puisque si vous ratez tout un tas de tests de bravoure, vous allez réussir à engager avec 1, 2, 3, 4 de vos figurines, c'est très bien. Vous allez avoir 4 figurines qui vont être engagées au combat. Peut-être que vous allez pouvoir mettre les soutiens avec, très bien. Mais derrière, du coup, l'adversaire, lui, il va pouvoir vous contrecharger et au lieu d'aller s'attaquer à tous ceux qui ont raté les tests de bravoure, il va plutôt s'attaquer aux soutiens et à ceux qui sont déjà en combat. Et donc, il va les encercler, il va très certainement les tuer. Et en gros, vos 4 petites figurines qui ont réussi leur test vont mourir. Et si ça se reproduit pendant un tour, 2 tours, 3 tours, bah, vous allez les perdre petit à petit. Donc en gros, c'est quelque chose à ne pas faire. L'idée ici, et le conseil il est là, c'est d'avancer plutôt que de charger et de se mettre à 1 pouce. En gros, vraiment, on se met devant l'adversaire comme un mur et on ne charge pas la terreur, on fait un joli blocus. Et du coup, bah, l'avantage, c'est que si vous avez des armes de jet, bah, en gros, vous dites à l'adversaire, c'est à toi de me charger, tant pis si tu as la terreur, bah, je m'en fiche, c'est à toi de me charger, sinon tu prends des armes de jet. Et si vous n'avez pas d'armes de jet, bah, c'est pas grave, il vaut mieux faire ça plutôt que de perdre des petites figurines à droite à gauche que votre adversaire va grignoter. Et surtout que du coup, au prochain tour, si vous avez l'initiative ou que vous avez l'élan, vous pouvez charger cette fois-ci, puisque toutes vos figurines qui vont réussir leur test de bravoure, même s'il n'y en a que 2 ou 3 qui réussissent, qui passent, eh bien, comme tout le reste de votre ligne est à 1 pouce de l'adversaire, eh bien, il ne pourra pas vous encercler, il ne pourra pas faire ce qu'il veut puisqu'il y aura toutes les zones de contrôle qui vont être actives et dans tous les cas, il devra charger ces figurines qui ont raté leur test de bravoure mais qui ont toujours leur zone de contrôle active. Et ça permet vraiment d'éviter de se faire grignoter sur 1, 2, 3 tours vos figurines et de perdre la partie. Il y a aussi une petite variante parce qu'il y a pas mal d'adversaires qui jouent, par exemple, tu parlais des Numénoréens noirs, ils en mettent 1 sur 2 dans leur ligne de phalange. Ils mettent un Numénorien noir, un orc, un Numénorien noir, un orc. Avec pour objectif, comme tu le disais, de désorganiser la phalange adverse, parce que du coup, il y a des tests de bravoure à faire et du coup, on peut pas engager comme on veut. Il y a une bonne astuce face à ça, qui c'est Dark Michael qui me l'a donné d'ailleurs. Donc, rendons à César ce qui est à César. Donc, c'est en fait de n'engager que les orcs. Du coup, il n'y a pas de test à faire. Et de placer le reste de la phalange en décroché d'1 pouce. Et comme ça, ensuite, quand c'est à l'adversaire de bouger, soit il engage vos figurines qui sont décrochées, parce que du coup, il entend la zone de contrôle, il les charge, soit il n'engage pas, mais en fait, c'est pas grave, il peut pas venir mettre des 2 contre 1 contre votre figurine qui a chargé un orc, parce que sinon, il entre dans la zone de contrôle du Numénorien. Et voilà. Donc, avec cette astuce-là, vous pouvez empêcher votre adversaire de vous désorganiser complètement. Ah d'accord, ok. Bah, c'est ouais, effectivement un petit ajout sympa pour cette astuce. Donc voilà, bah écoute, très bien, je pense qu'on va pouvoir passer à l'astuce suivante.
descendre de votre monture. L'astuce suivante, c'est descendre de votre monture. Et c'est vrai que c'est un point sur lequel on oublie régulièrement qu'on peut le faire, tout simplement parce qu'on est assez habitué dans le jeu à plutôt essayer de protéger ses montures et de rester à tout prix sur le cheval ou sur le warg, parce que c'est important pour les bonus de charge, la mobilité, etc. Mais il y a pas mal de situations où en fait, ça peut être très avantageux de descendre de sa monture. Pêle-mêle, ça peut être par exemple pour se glisser après un combat héroïque réussi par un de vos héros, pour pouvoir vous glisser dans un interstice et venir charger une autre figurine, plutôt que de rester à cheval mais de ne pouvoir charger personne. Ça peut être également pour atteindre un objectif. Si jamais il y a un petit trou qui permet de venir rajouter une figurine sur un objectif, on peut le faire comme ça. On peut le faire également pour gagner, entre guillemets, un pouce de mouvement, puisque le fait de descendre de sa monture, ce n'est pas considéré comme un mouvement. C'est ça. C'est automatique, donc on gagne directement un pouce de mouvement. Oui, parce que la règle, c'est que quand on descend de monture, la figurine version à pied, on la colle au socle de la figurine de cavalerie. Donc comme on la colle au socle, eh ben, ça nous fait gagner un pouce, puisque la taille d'un socle, c'est un pouce. Tout à fait, donc ça peut permettre de faire des petites choses, comme par exemple de sortir une figurine sur reconnaissance qui était à 10 pouces et demi. Ça peut nous permettre également de rajouter encore une fois une figurine sur un objectif à un endroit particulier, ou voilà, il y a vraiment plein de possibilités avec ça. Et le dernier cas que je vois là comme ça, où ça peut être intéressant, mais il y en a d'autres, hein, c'est pour protéger une figurine qui a une action spécifique à faire et qui risquerait de se la voir annulée si l'adversaire cible sa monture. On peut penser par exemple à un magicien, imaginons par exemple Gandalf à cheval. Si vous le faites descendre de cheval, ça peut éviter que sur un tour suivant, si votre adversaire joue avant vous, il tue la monture de Gandalf avec un trait des ténèbres par exemple, et que du coup, eh bien, à moins de faire un 6 sur votre jet de chute de cavalier, eh bien, vous ne puissiez pas lancer de sort pendant votre tour. Ça peut également marcher sur par exemple, un Legolas qui devrait tirer, ou ce genre de choses. Voilà, toutes ces actions, elles sont annulées si vous ne faites pas un 6 sur votre chute de cavalerie. Donc à partir du moment où vous êtes bien placé, s'il y a une menace de ce type en face, il ne faut pas hésiter à descendre de votre monture pour éviter que l'adversaire ne cible le cheval et ne vous annule votre action. C'est ça, tout à fait. Et là, je vais parler un peu d'expérience parce que ça, c'est dans toutes les astuces, c'est une de mes préférées parce que à un tournoi très récemment, j'étais sur un scénario en double avec mon coéquipier. On devait faire un maximum de kills avec notre général pour gagner la partie. Notre général, c'était Legolas à cheval. On voulait faire un combat héroïque pour tout simplement faire encore plus de kills. Et puis finalement, on se rendait compte que le combat héroïque, si on tuait les deux figurines qu'on avait engagées, et notre socle de cavalerie était trop gros pour pouvoir aller charger une figurine supplémentaire, ça passait pas. Et il n'y avait vraiment aucune autre figurine à charger aux alentours. Donc du coup, on a perdu, enfin on n'a pas perdu, on a fait égalité sur la partie. Alors que si on avait eu cette petite idée de descendre de cheval, de pouvoir charger dans l'interstice, parce que comme on descend de cheval, on a un plus petit socle, on peut passer. On aurait pu charger peut-être une figurine de plus, la tuer, et on aurait gagné la partie, puisqu'on aurait fait plus de kills que l'adversaire. C'est vraiment un petit truc, celui-là, je l'aime beaucoup, parce que, comme tu dis, on pense tout le temps à essayer de sauver le cheval, sauf que des fois, même si on est dans les premiers tours de jeu, vaut mieux descendre de cheval, plutôt que d'avoir des situations désastreuses et de perdre la partie au final. Voilà, un maigre sacrifice, j'ai envie de dire. La technique de la fourchette. Alors la technique de la fourchette, c'est peut-être une technique qui va parler à certains d'entre vous si vous êtes des joueurs d'échecs. Ça n'est pas du tout mon cas. Et quand le joueur qui m'a donné cette astuce m'a parlé de technique de fourchette, j'ai tout simplement levé un sourcil parce que je ne comprenais pas de quoi il me parlait. Donc je vais vous expliquer très grossièrement en quoi ça consiste. Le principe, il est très simple. On a une pièce, donc en gros, comme aux échecs, comme une pièce qui va menacer plusieurs pièces adverses. Donc en l'occurrence, dans le jeu de figurines du Seigneur des Anneaux, comment ça se traduit? On va avoir une grosse menace, comme par exemple un Gulavar, ça peut être un Gwaihir, ça peut être une reine araignée avec le voile des ombres. En gros, une grosse menace avec une grosse force de frappe et une très haute valeur de combat qui peut avoir une énorme mobilité et donc du coup qui va pouvoir, sur un combat héroïque, menacer plein de héros adverses.
Admettons qu'on prenne l'exemple de Gwaihir. On a Gwaihir qui engage des figurines adverses et qui va potentiellement préparer un joli combat héroïque. Eh bien, si avec sa capacité de vol de 12 pouces, il va pouvoir se déplacer où il veut, s'il y a par exemple 3 héros adverses à proximité qu'il va pouvoir aller choper sur un combat héroïque et donc vraiment les menacer, bah, l'idée en fait c'est que l'adversaire il va se dire mince, s'il réussit son combat héroïque, il va potentiellement me défoncer un de mes 3 héros. Donc je dois faire une frappe ou une défense héroïque avec ces héros, sauf que je ne sais pas lesquels. Et du coup, par prévention, généralement, il va faire une frappe ou une défense héroïque sur tous ces héros. Et s'il le fait, eh bien tout simplement, votre menace va ne pas aller les charger et aller charger d'autres petits guerriers de base et continuer à faire du kill. C'est bénéfique pour vous. Et dans ce cas de figure, votre adversaire a tout simplement claqué 3 points de puissance dans le vent. Donc c'est tout bénéf pour vous. Et si jamais il décide de ne pas claquer de frappe ou de défense avec un de ses héros, bah tout simplement, après votre combat héroïque, vous allez le charger, vous allez le bouffer, et c'est tant pis pour lui. Dans tous les cas, vous êtes gagnant en fait. Et la petite subtilité que m'a divulgué Daikyu, puisque c'est son conseil, un très grand joueur d'Angmar, donc ça ne m'étonne pas qu'il m'ait donné ce conseil-là, c'est de faire en sorte de bien préparer cette action-là, de bien préparer cette technique de la fourchette, en mettant un capitaine notamment, ou un héros moindre, dans le combat avec votre grosse menace. Pourquoi c'est important? Puisque le combat héroïque, ce n'est pas votre grosse menace comme Gulavar ou Gwaihir qui va le déclarer, mais ce sera votre petit capitaine ou votre petit héros qui n'a pas autant besoin de ses points de puissance, donc c'est pas grave s'il crame ses points de puissance, puisque du coup derrière, votre grosse menace, elle conserve sa puissance, ce qui est très important pour réussir ses jets de dés, et tout simplement c'est elle la grosse force de frappe, et il vaut mieux que ce soit elle qui économise ses points de puissance. Donc voilà, c'est vraiment ça le principe de cette technique de la fourchette optimisée avec un autre héros qui va déclarer le combat héroïque à la place de la grosse menace. Tout à fait, et en plus de ça, ça permet cette partie de l'astuce, ça permet aussi de le faire avec un héros un peu moins puissant de base. Je pense par exemple à un Théoden qui est de base qui est pas très menaçant. Bah, du coup, si on associe avec un capitaine du Rohan, bah, le capitaine peut faire un combat héroïque et Théoden il peut faire sa frappe. Et du coup, lui-même il va monter assez haut et il va forcer de la même manière que si c'était un Gulavar ou autre, ou un Gwaihir, il va forcer les adversaires qui sont à portée à faire des frappes ou des défenses préventives. Donc ça marche aussi avec des plus petits héros auxquels on pense pas forcément. Là, mais tout simplement en combinant un combat d'un côté et une frappe de l'autre côté, on peut arriver à ce genre de. C'est ça. De et menace. En fait, le principe là, c'était vraiment plus pour l'optimiser. On va plutôt parler de grosses menaces comme effectivement un Gulavar, parce que Gulavar il vole de 12 pouces et il a combat 8, il me semble qu'il a combat 8, non, combat 7. Je crois. 7. Ouais. Enfin bref, en gros, il va vraiment bouffer à peu près toutes les cibles qu'il veut. C'est vraiment tout simplement des monstres. Donc ça marche particulièrement avec ce genre de figurines qui vont généralement pouvoir menacer 2, voire 3, voire peut-être même 4 héros. Mais comme tu le dis, ça peut fonctionner avec des figurines un peu d'une moindre envergure, d'une envergure un peu moins importante, comme par exemple, tu as dit Théoden, on parlait tout à l'heure d'un Isildur, tout simplement qui va enfiler l'anneau, et qui va pouvoir pareil aller traverser les lignes ennemies, ce qui fait que du coup théoriquement il peut potentiellement menacer 1, 2, 3 héros en traversant toutes les lignes ennemies. Et comme il a combat 6, la plupart des autres héros du jeu devront faire une frappe pour le contrer. Ça peut marcher avec des plus petits héros. Généralement les plus petits héros qui n'ont pas le vol et qui n'ont pas une grosse mobilité, ils vont menacer moins de figurines adverses. Ça va être beaucoup plus dur de se positionner pour menacer du monde, mais ça reste possible comme tu l'as dit. Donc c'est pour ça que c'est une astuce qui, au final, elle peut servir dans plein de situations et pas juste pour les joueurs qui aiment les gros monstres avec le vol. Reculez vos soutiens de manière utile. Alors, l'astuce suivante, c'est donc le fait de reculer les soutiens de manière utile. On a tendance souvent à reculer en ligne droite nos soutiens et nos figurines. Et dans la plupart des situations, c'est vrai que, notamment au début de partie, en général, il n'y a pas beaucoup mieux à faire. Mais il y a pas mal de cas où reculer ses soutiens, c'est aussi quelque chose de stratégique. Il faut savoir que dans le jeu, on a le droit de reculer, de faire de la place, même si la figurine peut reculer à un endroit où il y a de la place. On peut quand même choisir de faire de la place avec un allié. Donc ça permet de faire pas mal de choses, notamment vers le milieu ou la fin de partie, quand la mêlée est un peu plus dense, quand il n'y a plus vraiment de ligne de combat, que des figurines sont éparpillées un petit peu partout. On peut s'en servir par exemple pour venir bloquer une figurine adverse
qui n'a pas encore résolu son propre combat, en faisant de la place avec un lancier, par exemple, qu'on va positionner un petit peu plus loin, de manière à ce que dans le combat suivant, si l'adversaire perd, il n'ait pas de place pour pouvoir reculer. On peut également le faire avec un lancier, pareil, de la manière pour reculer au contact d'un objectif, et ainsi être au contact de cet objectif à la fin du tour. Et il y a une dernière chose, enfin, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire comme ça, mais une autre chose que j'aime bien faire personnellement, c'est si j'ai ma bannière qui a une lance et qui en soutient, et de la même manière, en reculant ma bannière d'un pouce pour faire de la place à un allié, je vais pouvoir faire bénéficier de l'air de ma bannière à une autre figurine qui, au départ, ne se trouvait pas dans le rayon de 3 pouces de la bannière. Sachant qu'une figurine, il n'y a qu'une seule figurine qui peut faire de la place à un allié, mais qu'une même figurine peut faire de la place à plusieurs alliés au fur et à mesure des combats, par exemple, la bannière, au final, on peut la faire se décaler de pas mal de pouces, et ça marche pour toutes les figurines. Donc, on peut faire comme ça, bénéficier de la bannière à des combats qui, au départ, étaient assez éloignés. Et si vous avez l'initiative et que c'est vous qui décidez de l'ordre des combats, vous pouvez arriver à faire des choses très intéressantes avec cette astuce. C'est ça, tout à fait. Ça permet en fait une seule figurine qui va faire de la place pour un combat. Si vous la faites reculer et qu'elle va donc, entre guillemets, bloquer un autre combat à vous, elle va pouvoir refaire de la place, puis ensuite la reculer, pareil pour rebloquer, etc. Elle va refaire de la place, refaire de la place, refaire de la place. Et en fait, une seule figurine peut bouger aussi longtemps qu'elle le souhaite, dès qu'il s'agit de faire de la place, et peut se retrouver très loin jusqu'à, comme tu l'as dit... C'est ça, il faut juste perdre des combats. Voilà, faut perdre les combats. Mais si vous êtes... parce que c'est un conseil qui me vient de Gosten, lui il joue souvent la Moria, donc il sait souvent quand il a des combats qui sont perdus, et du coup quand il voit qu'un combat va être perdu, il va vraiment décaler ses soutiens pour faire de la place, tac tac tac, et en perdant ses combats, hop, il fait de la place avec toujours cette même figurine qui va reculer jusqu'à se retrouver à bloquer un héros adverse. Et comme il a l'initiative, il va faire ce combat-là en dernier une fois qu'il est bien bloqué. Et du coup, ça permet de potentiellement tuer un héros adverse qui n'était pas bloqué au départ, mais qui l'est maintenant. Voilà, donc un très bon conseil également, effectivement. Évincer un héros adverse en tuant sa monture. Alors qu'est-ce que j'entends par évincer un héros adverse en tuant sa monture? Ça paraît assez logique. En fait, un héros ennemi qui peut être une menace notamment à distance. Ça peut être un roi sorcier sur cheval, ça peut être un Saruman sur cheval, ça peut être aussi un Legolas sur cheval. C'est des ennemis qui vont faire des choses à distance. Et du coup, si vous détruisez son cheval, eh bien vous le mettez tout simplement hors d'état de nuire pour un tour entier, du moment qu'il ne fait pas un 6 sur son test de chute de cavalerie. Donc on l'a un peu évoqué sur le point de ne pas hésiter à descendre de cheval pour tout un tas de situations. Donc ça peut être le cas ici. Ici on passe de l'autre côté en mode on veut éliminer une menace pour un tour, donc éliminer un héros, le mettre hors d'état de nuire pour un tour. Et donc si on cible son cheval avec par exemple un trait de ténèbres, on a l'initiative. On joue un Nazgûl, l'adversaire joue lui aussi un roi sorcier par exemple. On fait un trait de ténèbres sur son cheval, le roi sorcier ne fait pas son 6 sur son test de cavalerie, il ne peut plus rien faire pour le reste du tour, il ne peut plus bouger, il ne pourra pas porter ses coups s'il est en combat, et en plus de ça, il ne peut pas faire de sort. Et un roi sorcier ennemi qui ne fait pas de sort pendant un tour entier, c'est vraiment très rentable pour vous. Pareil pour un Saruman, c'est des héros qui valent très cher en points, et dès lors qu'ils ne font pas de magie pendant un tour, ça peut vraiment être très bon pour vous. Alors généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va charger ce héros ennemi avec une de nos figurines pour qu'il évite de faire de la magie. Sauf que si l'adversaire est malin, son héros il va le mettre hors de portée de charge, et du coup, c'est une possibilité de l'empêcher de nuire, péter son cheval, tout simplement. Donc ça peut être ça. Mais ça peut être aussi pendant la phase de tir, par exemple, il y a un Legolas ennemi à cheval qui va faire son tir spécial, son tir d'elfe magique qui peut traverser toutes les lignes de trajectoire, tous les tests de trajectoire. Donc si vous voulez éviter ça, qu'il cible votre général à vous par exemple, vous pouvez tenter, si vous avez l'initiative pendant la phase de tir, de tuer son cheval en tirant dessus. Si son cheval meurt, Legolas tombe, et s'il ne fait pas son 6, c'est pareil. Il est out pour le reste du tour, il ne pourra pas tirer, et c'est un tour entier où il ne fait rien, et c'est un tour entier où vous pouvez respirer.
Donc voilà, une petite astuce qui, mine de rien, dans certaines situations, peut être salvatrice. Déclarer une force héroïque défensive. Alors déclarer une force héroïque défensive, alors c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre d'entendre ça, c'est un peu étrange. Une force héroïque, c'est quelque chose de plutôt offensif généralement, et là on l'utilise de manière défensive. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien tout simplement, c'est une force héroïque qui va permettre de tanker, tout simplement, d'encaisser des choses, puisque dans le jeu, la force, elle peut permettre d'encaisser un certain nombre de choses. Par exemple, et c'est le meilleur exemple en l'occurrence, j'adore cette figurine puisque je joue les fiefs, je joue souvent Forlong le Gros, et Forlong le Gros, il a besoin de son cheval. Son cheval, il perd tout son intérêt, enfin, il perd une grosse partie de son intérêt. Donc, il doit garder son cheval. Et malheureusement, dans le jeu, on croise souvent des monstres, on croise souvent des rois sorciers ou des Nazgûl surombrellés, entre autres. Donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir une ombrellée qui charge des figurines derrière mon Forlong, qui charge des figurines qui ont une belle ligne sur un beau projeté pour faire tomber le cheval de Forlong. Sauf que du coup, quand je vois ça, et quand je m'attends à ce que cette ombrellée fasse un projeté sur mon Forlong le Gros, eh bien je peux déclarer au début de la phase de combat une force héroïque. Comme Forlong a force 5, eh bien je suis sûr de faire au moins un 1 sur ma force héroïque et donc de passer à force 6. Et comme on le sait, dès qu'il y a un projeté et que la figurine qui est projetée rencontre une figurine de force 6 ou plus, elle est directement stoppée. Donc du coup, la force 6 de Forlong va stopper la figurine projetée. Ça permet de tanker, ça fait que si la figurine projetée elle devait faire un véritable vol plané et aller faire un strike sur plein d'autres de vos figurines, bah là c'est mort, elle va se stopper net et donc du coup ça vous sauve potentiellement plein de figurines. Mais surtout, ça fait que Forlong n'est pas désarçonné, il ne va pas se retrouver projeté puisque la figurine s'arrête net sur lui. Par contre, il va quand même prendre une touche de force 6 et sa monture aussi une touche de force 6. Il me semble que c'est ça, on a revérifié les règles tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Bon, ça reste mieux que d'être désarçonné automatiquement. C'est ça. En fait, au lieu d'être automatiquement désarçonné, eh bien, votre cheval va prendre une touche de force 6 et du coup, il va mourir sur généralement un 3+, enfin dans ce cas de figure-là, un 3+. Donc, il y a une chance sur 3 pour que vous réussissiez à sauver votre cheval, donc c'est bien. Comme je l'ai dit, tous les mecs qui sont derrière vous vont pas se prendre le projeté, donc c'est bien aussi. Et il y a d'autres cas de figure où ça peut être intéressant également, comme par exemple si vous avez l'ombrellée qui vous charge Forlong directement. Une ombrellée c'est force 6, si elle gagne son combat avec la charge monstrueuse, eh ben, elle va vous renverser, vous perdez le cheval, là c'est catastrophique, vous perdez le cheval, vous êtes à terre, elle va doubler CD pour vous tuer, généralement vous allez vous faire one shot. Et bien si vous faites votre force héroïque, vous passez à force 6, comme l'ombrellée a elle aussi force 6, sa charge monstrueuse ne fonctionne pas, tout simplement. Et donc vous gardez le cheval, vous n'êtes pas à terre, enfin bref, c'est tout bénef. Il y a plein de situations comme ça qui peuvent fonctionner, comme par exemple un Gwaihir contre un Gulavar, c'est tout simplement Gulavar qui va gagner sa charge monstrueuse s'il gagne le combat et qui va renverser Gwaihir puisque Gwaihir a une force inférieure. Et bien si vous faites une force héroïque avec Gwaihir, eh bien vous pouvez égaler, voire même passer au-dessus de la force de Gulavar et potentiellement ça peut être vous avec votre charge monstrueuse qui va pouvoir foutre à terre Gulavar et un petit peu inverser la situation comme ça. Donc ça peut être vraiment très fort d'utiliser cette force héroïque de manière défensive et c'est un truc à laquelle je pensais pas du tout. Donc c'est vraiment un très très bon conseil qui nous vient de Gildor en l'occurrence. Donc merci à lui pour ce très bon conseil. Annuler un combat héroïque avec un autre combat héroïque dans un même combat. Alors cette astuce-là, elle est vraiment particulière, je ne savais pas que c'était possible et c'est grâce à une récente FAQ, tu m'as bien justifié ça quand on en a discuté en off Amandine, mais ouais ça a été vraiment faqué, donc c'est vraiment une astuce qui est hyper situationnelle on va dire, mais qui peut vraiment être intéressante. Il s'agit de déclarer un combat héroïque pour annuler un autre combat héroïque dans un même combat. Donc voilà, vous avez vu le titre. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Admettons, vous avez une de vos figurines qui n'a aucune chance de gagner son combat et qui va mourir face à des gros héros adverses. Par exemple, on peut avoir, je sais pas moi, un roi sorcier surombrellé plus un Chagrat et un Guritz
qui vont encercler un pauvre petit Madril. Bon, bah, le pauvre Madril, il est mort, hein. Il n'y a pas de question à se poser, c'est sûr qu'il est mort. Donc du coup, vous vous dites, qu'est-ce que l'adversaire va faire à ce moment-là? C'est sûr qu'il va déclarer un combat héroïque avec un de ses héros, parce qu'il a 3 beaux héros en combat, et s'il y arrive, ils vont tous pouvoir se redéplacer et faire un carnage. Bon, bah, votre héros à vous, vous savez qu'il est condamné, donc autant foutu pour foutu, déclarez vous aussi un combat héroïque. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Les deux camps ont déclaré un combat héroïque pour le même combat, donc dans tous les cas, il faudra faire une main neutre. Et si vous gagnez la main neutre, ça veut dire qu'on va d'abord résoudre votre combat héroïque, donc celui de votre héros qui est foutu, par exemple Madril, comme je disais tout à l'heure. Du coup, si vous mourrez à ce moment-là, eh ben, c'est même pas grave, puisque en fait, ça va, vous allez pas réussir votre combat héroïque, ça c'est sûr, mais ensuite on va devoir résoudre le combat héroïque de l'adversaire, donc dans ce même combat, sauf que vous êtes mort. Donc comme vous êtes mort, l'adversaire n'a pas d'adversaire. Le jeu considère que l'adversaire n'a pas d'adversaire, il n'est même pas en combat, donc son combat héroïque est tout simplement annulé. Donc c'est une très bonne manière d'annuler un combat héroïque adverse tout simplement partant du principe que votre héros est foutu. Donc espérez avoir la main neutre et résoudre le vôtre en premier. Voilà, c'est une petite astuce bien fourbe qu'il faut connaître. Interdire l'accès à un objectif. Alors, astuce, interdire l'accès à un objectif. Il y a pas mal de scénarios qui demandent de finir, d'avoir des figurines à moins de 3 pouces d'un objectif ou à moins de 6 pouces d'un objectif. Et ça veut dire, basiquement, qu'il va falloir que non seulement vous ayez plus de figurines que l'adversaire dedans, mais aussi, et c'est encore mieux en général pour les points de victoire, qu'il n'y ait que des figurines à vous dans la zone d'effet de l'objectif. Et dans ce cas-là, eh bien, il ne faut pas hésiter à arriver sur l'objectif en premier si vous le pouvez, et à même carrément le dépasser et aller établir une ligne de défense plus loin du côté de l'adversaire. Alors ça va vous demander en général soit d'avoir des figurines avec des marches héroïques ou accès à des tambours par exemple, il y a pas mal d'armées du mal qui peuvent le faire. Les orientaux Notamment les orientaux. Les urukai aussi par exemple, et vraiment c'est une super astuce parce que si vous vous placez en amont de l'objectif et que vous vous battez là, eh bien la ligne de défense elle n'est même pas sur l'objectif pour savoir qui va finir par en avoir le plus, mais elle est derrière, donc il n'y a que vous qui avez des figurines dessus. Vous pouvez par exemple laisser simplement vos lanciers sur l'objectif, et puis devant vous avez vos figurines avec une épée ou une hache ou un bouclier, et voilà, vous vous battez pour garder l'objectif pour vous, mais vous partez avec un avantage en fait. Et ça veut dire que si vous gagnez, vous repoussez l'adversaire encore plus loin, il aura encore plus de difficultés à atteindre l'objectif, et si vous perdez, il n'y a toujours que vous sur l'objectif, et si derrière vous avez l'initiative, vous pouvez de nouveau attaquer l'adversaire en dehors de l'objectif, et ça vous sécurise quand même vraiment pas mal la défense de cet objectif, là, tout simplement. Bien choisir son général. Bien choisir son général. Alors ça, c'est un point très très important, parce que c'est vrai que quand on débute, on a tendance à se dire qu'un gros héros bourrin, c'est un très bon général, alors que au début, par exemple, un Denethor, on a tendance à se dire, mais en fait, il est nul ce personnage, je vais pas le jouer, il apporte rien. Alors qu'en fait, il y a plein de figurines qui peuvent être d'excellents généraux, auxquels on va pas du tout penser forcément de manière automatique. Pour ça, il faut se poser la question de qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon général. Et en fait, c'est pas forcément d'être capable de faire énormément de dégâts à lui tout seul. Il y a 3 qualités principales. Il y a un héros qui est capable de faire du dégât correct à distance. On peut penser à un magicien comme Saruman ou Gandalf. On peut penser à un tireur comme Legolas. Voilà, ça, c'est des généraux qui sont capables de faire des dégâts sans trop se mettre eux-mêmes en difficulté. Même si au combat, ils sont pas exceptionnels. C'est pas grave. Il y a ceux qui, d'un point de vue défensif, sont capables de très bien encaisser ce que peut leur infliger l'adversaire. Dans cette catégorie, on va retrouver par exemple Imraïl, avec 3 points de destin, 3 points de vie. Imraïl. On va retrouver... voilà, c'est pour ça que je l'ai cité. Hein. On a Boromir qui marche très bien aussi avec son combat 7, pareil, 3 PV, 3 points de destin dans la version Minas Tirith. Un petit Éomer pour le Rohan. Voilà, tout à fait. Glorfindel aussi. Glorfindel. C'est des héros qui sont très faciles à protéger. Et il y a aussi des héros qui sont de très bons généraux parce qu'ils sont faciles à planquer et qui coûtent pas très cher.
Et dans cette catégorie, on va retrouver un Denethor, justement. Il coûte 35 points. Donc, si jamais l'adversaire a des menaces à distance, et ben, c'est pas grave, on le cache derrière un décor. Il va rien faire de la partie, mais c'est pas grave, il coûte 35 points. Donc ça pose pas de problème. Dans cette catégorie, on peut retrouver aussi un simple capitaine gobelin de base aussi, hein. Je vois pas mal de joueurs, dont certains qui ont participé, hein, comme Gosten par exemple, des Prodamp aussi qui ont tendance à faire ça. On prend juste un capitaine gobelin de base, et si l'adversaire il a un roi sorcier avec des traits des ténèbres ou un Legolas ou quoi, et ben on le cache derrière un décor, ce héros, ce général, et puis il fait rien de la partie, mais au moins il ne prend pas de blessure, il donne pas de points faciles à l'adversaire. Ça peut marcher aussi pour un Vrasku, par exemple. Il y a pas mal de héros comme ça qui ont comme qualité principale de pouvoir se cacher facilement. On peut citer aussi un qui, pour moi, est un des meilleurs généraux du jeu, c'est Dalamir, l'amiral Dunbar, Oui. qui a un effet cap elfique. Il a la règle discrétion, donc il est facile à planquer derrière un décor si jamais il y a besoin. Il a 3 points de destin. Il a accès à la défense héroïque, qui est aussi une excellente action héroïque pour un général. Il a accès à la frappe. Il peut faire énormément de dégâts au corps à corps s'il y va, avec ses 3 attaques et ses relances pour blesser. Donc voilà, quand on choisit un général, c'est pas comme quand on choisit n'importe quel héros. Il faut faire attention à tout ça et bien le choisir en faisant attention à ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire dans les scénarios compétitifs. Tout à fait. Protéger ou éliminer une bannière. Alors le point suivant, ça va être tout simplement de protéger ou d'éliminer une bannière. C'est tout simplement un point qui est très important puisque il y a quand même un certain nombre de scénarios que vous allez quand même retrouver de temps en temps dans des tournois où on va donner des points à l'adversaire si on perd notre bannière, et donc du coup ce serait vraiment dommage de la perdre parce que non seulement on lui donne des points de victoire, ce qui peut en plus nous coûter la partie parfois, mais en plus de ça, la bannière c'est quelque chose d'essentiel pour gagner ces combats. Cette relance de bannière elle est vraiment vitale très souvent, donc cette bannière il faut la protéger. Mais comment la protéger? Il y a plein d'astuces. Déjà la première astuce ça va être de mettre plusieurs figurines derrière elle pour éviter des menaces comme par exemple la magie. Donc quand je dis protéger ou détruire la bannière, ça marche un peu dans les deux sens, hein. Vous comprenez l'idée, c'est que d'un côté si vous voulez détruire la bannière ennemie avec de la magie, bien, tout simplement vous pouvez par exemple avec deux Nazgûl, un Nazgûl, hop, la bannière elle était collée à un lancier, pas de souci, un Nazgûl fait une injonction, la bannière recule, elle est collée à rien du tout, et le deuxième Nazgûl fait un trait de ténèbres, il la tue, elle est collée à aucune figurine, elle meurt et ne peut plus transmettre la bannière. Ça, c'est fait. Ça marche aussi avec Langmar, par exemple, qui va jouer les spectres des marais. Un spectre va demander un joli test de bravoure sur la bannière. Si elle le rate, le spectre va la déplacer sur tout son mouvement. Et le petit roi sorcier ou le petit Nazgûl derrière va tout simplement faire un petit trait de ténèbres, pareil, et la tuer. Ça peut être au tir, tout simplement, hein. On fait une injonction sur la figurine, elle ne peut plus bouger pour le reste du tour. Et derrière, durant la phase de tir, on l'allume et on espère la tuer au tir, donc c'est une possibilité aussi. Donc dans ce genre de cas de figure, pour la protéger, ça peut être intéressant de non pas simplement la mettre en soutien derrière un guerrier et à côté de plusieurs guerriers, mais parfois de la bloquer pendant plusieurs phases de mouvement, de la bloquer avec un, voire peut-être deux guerriers, ce qui fait que l'adversaire, il n'a pas assez d'injonctions et de capacité de marais des morts pour bouger toutes vos figurines et la faire sortir de son terrier. Donc ça peut être l'idée. Mais après, si vous voulez vraiment tuer une bannière ennemie, vous pouvez aussi le faire avec des impacts magiques, puisque on rappelle que l'impact magique, ça va tout simplement foutre tout le monde à terre autour de la bannière, enfin tous ceux qui sont sur la trajectoire. Et du coup, comme les petits copains autour, ils sont par terre, ils ne peuvent pas ramasser la bannière. Ça marche aussi avec le projeté. Bref, il y a tout un tas de petites techniques fourbes comme ça pour éliminer la bannière et du coup, des petites astuces pour éviter de se la faire détruire, notamment avec des injonctions. Jouer avec les lignes de vue. C'est quelque chose qui est assez intéressant qu'on a tendance à oublier un peu facilement, c'est qu'une figurine ne peut en charger une autre que si elle la voit. Et c'est pareil également d'ailleurs pour les sorts, les tirs, mais ça, on a tendance à s'en souvenir un peu plus facilement, mais c'est valable également pour les combats. Ça veut donc dire qu'au début d'un mouvement, que ce soit pendant la phase de mouvement, pendant la phase de combat après un combat héroïque, si la figurine qui veut charger ne voit pas la cible, eh bien elle ne peut pas du tout la charger. Elle est obligée de faire autre chose, ou alors elle peut simplement s'en approcher et espérer que ça se passe bien plus tard, mais voilà, ça peut être un excellent moyen
pour protéger ses figurines. On peut citer l'exemple d'un Gwaihir par exemple qui voudrait faire un combat héroïque pour aller chercher un autre héros, un héros adverse qui est en combat un peu plus loin. Donc, il espère tuer la figurine contre laquelle il est au contact, se redéplacer de 12 pouces avec le vol et la charger. Eh bien, ce héros qui est menacé par le combat héroïque de Gwaihir, ce qu'il peut faire, c'est faire lui-même un combat héroïque, et s'il tue sa cible, au lieu d'aller charger une autre figurine et d'être exposé à Gwaihir, il peut aller derrière un décor, se mettre à l'abri de la ligne de vue de Gwaihir, tout simplement. Et donc ensuite, lorsque Gwaihir fait son propre combat héroïque, admettant qu'il ait perdu la main neutre, eh bien, Gwaihir va devoir faire autre chose, il ne pourra pas aller assassiner ce héros. Tout à fait. Il y a même des petits trucs encore qui peuvent se comboter avec d'autres astuces qu'on a données, comme par exemple l'astuce de descente de cheval. Par exemple, si votre héros est menacé par un combat héroïque ennemi et qu'il ne peut pas s'éloigner de Gulavar, il n'y a pas de décor pour se cacher ou quoi que ce soit, la seule chose qu'il y a, c'est par exemple une petite ouverture de porte, il ne peut pas passer, pareil, il peut faire combat héroïque. Descendre de cheval, rentrer dans la petite porte et du coup être derrière le décor de cette petite porte, ne plus être visible par exemple un Gulavar ou un Gwaihir ennemi et du coup il est safe. Ça peut être même encore plus loin, hein. Ça c'est un truc que je vois jamais ou très très rarement mais qui peut être fait aussi, c'est tout simplement se mettre par terre. Et oui, les figurines peuvent se mettre par terre, se coucher à terre, et quand une figurine elle est par terre, là clairement en termes de ligne de vue, s'il y a ne serait-ce qu'un petit muret ou quoi que ce soit qui la cache, elle ne peut pas être chargée parce qu'on ne la voit pas, tout simplement. Et pour ce qui est des lignes de vue, ça marche aussi avec des figurines qui ont une cape elfique ou la règle discrétion. On parlait de Dalamir tout à l'heure. Il peut, après son combat héroïque, aller se mettre derrière un petit bout de ruine, peut-être même en allant combattre en même temps, peu importe. Et du coup, une figurine qui se trouverait à plus de 6 pouces ne le verrait pas et ne pourrait pas venir le charger. Ouais, ça peut être un peu comique, genre un Gulavar qui voit la cible d'Alamir, là, il le voit, il est juste en face, il le voit parfaitement, juste il y a un bout de bras de Dalamir qui est derrière un arbre, il est invisible. Tu peux pas le charger, tu peux pas. Donc ça peut être très marrant, mais ça peut être surtout utile pour éviter de perdre sa partie. Bien choisir le porteur de bannière. Bien choisir le porteur de bannière. Alors, on évoquait tout à l'heure le fait que les bannières étaient des cibles potentielles pour un peu tous les adversaires, parce que ça peut apporter des points dans certains scénarios si on est le seul à en avoir une à la fin, et ça peut aussi, tout simplement, ça donne des bonus très intéressants, donc forcément, c'est des cibles de choix, et ça veut dire que quand on veut jouer une bannière, ça peut être important de faire attention à la figurine qu'on choisit pour porter la bannière. Alors si on a beaucoup de chance, on va pouvoir prendre un héros qui porte une bannière, comme Boromir ou comme Suladan par exemple. Ça c'est vraiment d'excellents choix évidemment. Mais sinon, si on doit faire avec des guerriers, il y a des petites choses à privilégier. Par exemple, on peut essayer de faire attention à prendre un porteur de bannière qui est sans peur, parce que ça veut dire que du coup il ne pourra pas être ciblé par des figurines qui font passer un test de bravoure à une figurine au choix. On peut penser par exemple au spectre des marais d'Angmar qui peuvent faire ça, ou aux sentinelles dans la Lothlórien ou dans chez les elfes sylvestres aussi, Mirkwood, dans la forêt noire. Donc voilà, il y a ces figurines qui peuvent être très dangereuses parce qu'elles peuvent éloigner un porteur de bannière, soit pour le tuer, soit pour juste l'éloigner des combats et donc le rendre inutile. Donc si votre figurine est sans peur, c'est vraiment un gros plus. On peut l'obtenir soit avec une figurine sans peur de base, soit si la figurine est garde du corps. Personnellement, quand je joue Minas Tirith et que je ne joue pas Boromir avec la bannière, j'aime bien prendre en porteur de bannière le garde de la cour de la fontaine, qui est garde du corps du coup, et qui peut monter défense 7 avec le bouclier. Ça vous fait un porteur de bannière qui est très costaud, ça va être difficile d'aller le chercher, et en même temps, l'adversaire va pas pouvoir le bouger trop facilement. Autre subtilité, on peut essayer de prendre, c'est plus rare, mais si on a une figurine qui est résistante à la magie, on peut penser par exemple, si vous faites une alliance entre des Rohirrim et la Lothlórien, plutôt mettre la bannière côté Lothlórien, parce qu'avec le bonus d'armée, elle aura la résistance à la magie, et du coup, elle va pouvoir résister, avoir une chance de résister en tout cas, à une injonction adverse par exemple. Voilà, donc ça c'est des petits tips qui peuvent rendre la bannière plus difficile à aller récupérer pour un adversaire qui voudrait la faire bouger avec des figurines comme des magiciens ou des spectres, etc. Préparer et amorcer un plan A, B et C.
préparer un plan d'attaque, préparer un plan A et aussi un plan B et peut-être même un plan C, D, etc. C'est une astuce qui, effectivement, quand on me l'a expliqué, est hyper importante et prend tout son sens. J'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos un peu plus axées sur les débutants qu'il est important toujours de se concentrer sur l'objectif et que de détruire l'armée adverse, c'est pas nécessairement ça qui va vous faire gagner la partie. Généralement, il y a tout un tas d'objectifs qui sont plus importants et qui rapportent plus de points de victoire. Donc, quand vous commencez une partie, il est important de anticiper et de vous projeter dans la partie et de essayer de comprendre comment vous allez la gagner. Quels sont les objectifs que vous allez remplir. Si on est sur, par exemple, un scénario avec 5 objectifs et chaque objectif rapporte des points de victoire, vous devez partir du principe, ok, mon armée elle est comme ça, l'armée de l'adversaire elle est comme ci, eh bien est-ce que mon armée va pouvoir me permettre d'avoir plus de figurines que lui sur les objectifs et d'avoir potentiellement la victoire là-dessus. Est-ce que mon armée est une armée rouleau compresseur qui va plutôt m'apporter des points sur la démoralisation. Il faut réfléchir à tout ça et donc du coup vous allez partir avec votre plan A. Par exemple, ce sera, il y a 5 objectifs. Le plan A, ça va être de m'organiser, de me préparer pour avoir les 2 objectifs dans mon camp et l'objectif du centre. Tant pis, je ne touche pas aux 2 objectifs dans le camp de l'adversaire, c'est pas grave. Et si la partie s'arrête sur ça, j'ai 3 objectifs, il en a 2, c'est gagné, très bien. Ça c'est mon plan A. Seulement, j'ai aussi une armée qui cogne très fort et je peux potentiellement démoraliser l'armée adverse. Donc ça va être mon plan B, ça peut me rapporter des points de victoire aussi. Donc du coup, pendant que vous allez commencer votre plan A et que vous allez vous organiser sur les objectifs, notamment celui du centre, et que vous allez gérer vos combats, vous allez, dans un coin de votre tête, commencer à réfléchir au plan B et même vous allez l'amorcer. C'est-à-dire que pendant que vous gagnez vos combats pour récupérer l'objectif, vous allez plutôt que d'essayer de mettre des ressources sur des héros, un capitaine, etc., vous allez plutôt mettre vos ressources sur des guerriers de base qui sont faciles à tuer et qui vont rapprocher l'adversaire de la démoralisation. Comme ça, si jamais votre plan A, eh bien, vous vous rendez compte qu'il est compliqué à accomplir, bah, c'est pas grave puisque vous pouvez directement enchaîner avec votre plan B que vous avez déjà amorcé. Donc c'est important de bien définir ces plans A, B, C. Et pendant que vous faites le plan A, vous commencez déjà le plan B, comme ça si ça se passe mal, vous pouvez enchaîner là-dessus. Et donc si par exemple, vers la fin de la partie, vous vous rendez compte que le plan A, ça ne marche pas parce que l'objectif au centre, il est ni à vous ni à l'adversaire, il est neutre, donc vous partez sur une égalité, bah, vu que vous avez déjà bien enchaîné avec le plan B, vous vous rendez compte qu'en fait, vous allez démoraliser l'armée adverse et que cette égalité va se transformer en victoire pour vous grâce à ce petit point sur la démoralisation adverse. Donc là, je parle de plan A, plan B, mais ça peut aller jusqu'au plan C, jusqu'au plan D si vous êtes vraiment très très bon en anticipation et en gestion et en stratégie, tout simplement. Et en plus, ça peut aussi être, pas seulement se fixer la victoire majeure comme objectif absolu, il faut aussi prévoir dans ces plans-là, justement, si ça se passe mal, peut-être qu'il faut avoir un plan pour avoir au moins une victoire mineure, au moins une égalité, voire même au moins une défaite mineure. Il y a aussi des joueurs, quand ça se passe mal, ils ont tendance à se dire je joue de manière un peu automatique, c'est perdu, alors qu'on va pouvoir venir avec des choses simples, je sais pas, casser la bannière adverse, mettre une blessure au général, j'en sais rien. Tout à fait. Venir limiter la casse et avoir au moins une défaite mineure qui rapporte des points de C'est ça. Et on rappelle, là, ça s'adresse plutôt au tournoi par contre, mais si vous êtes dans un tournoi, une défaite mineure, ça rapporte quand même des points malgré tout, contrairement à la défaite majeure. Donc effectivement, ça peut être important de viser parfois la défaite mineure plutôt que juste abandonner complètement. Concentrer sa réflexion sur le déploiement. Concentrer sa réflexion sur le déploiement. C'est un point qui est très très important et qui est assez sous-estimé. Je pense que ça fait partie des points qui peuvent vraiment faire la différence entre un joueur moyen et un très bon joueur. Moi, il y a beaucoup de situations avant où déploiement, juste je posais mes troupes un petit peu en vrac de mon côté de la table en me disant que je verrai bien plus tard. Et en fait, il y a énormément de situations où une partie peut carrément se gagner ou se perdre au déploiement. Ça peut paraître fort, un peu exagéré de dire ça, mais vraiment, c'est réellement le cas. Que ce soit avec des positionnements de héros, typiquement si vous avez un héros que vous le mettez en première ligne dans votre déploiement, et que votre adversaire il se déploie après vous, il peut se mettre un peu plus loin, et tour 1, il fait une injonction sur votre héros,
il le rapproche, il envoie ses monstres dessus, il le tue, et puis voilà, vous avez perdu un héros tour 1. Alors que si vous avez pensé à le mettre derrière vos troupes en anticipant ce genre de mouvement de la part de l'adversaire, eh ben, il ne pourra pas le faire. Pareil, on a parlé déjà de la bannière. Dès le déploiement, il va falloir penser à bien la positionner pour que l'adversaire ne puisse pas, dès le premier tour, vous l'éliminer ou vous l'éloigner des endroits où c'est important. Faire attention à comment on se déploie, c'est aussi faire très attention aux objectifs de la partie. S'il y a des objectifs à aller chercher, ou s'il y a des objectifs multiples à aller récupérer, à défendre, etc., bien se placer en fonction de ces objectifs-là, c'est vraiment un point clé. Si vous jouez des elfes avec beaucoup de tirs et que le scénario ne demande pas de prendre des risques offensifs, bah, dans ce cas, vous pouvez jouer du fond de table. Mais sinon, bah, il faut faire attention. Attention également à la manière dont vous disposez vos troupes les unes par rapport aux autres. Est-ce que vos troupes sont à portée d'élan héroïque d'autres figurines que vous avez? Est-ce que vous savez qu'au tour 1, votre adversaire, s'il fait ça, il peut arriver dans votre dos, etc. Donc voilà, c'est vraiment, bah ça, c'est des choses qui viennent avec l'expérience. Dès que possible, il faut vraiment essayer de soigner votre déploiement en faisant attention d'une part donc à ce que joue votre adversaire, au scénario et aux propres forces de votre armée à vous. D'ailleurs, tu en as un petit peu parlé dans ta vidéo sur les astuces pour débuter. Ouais. Tu parlais du fait que le contournement, ça prend du temps et Ouais. que c'est un piège de vouloir contourner l'armée adverse. Et ben, le déploiement, typiquement, c'est ce genre de choses qui peut arriver. Il y a un décor au milieu, on met une troupe à gauche, une troupe à droite. L'adversaire, il met toutes ses troupes du même côté. Et du coup, il a toute son armée contre la moitié de la vôtre. Et il l'éclate. Et puis, le temps que votre armée arrive, c'est trop tard. C'est ça. Et ça se joue dès le déploiement. Bah voilà, un sujet qui est vraiment très très important, effectivement, l'importance du déploiement, tu l'as bien démontré. Donc merci beaucoup pour ce conseil très avisé. Avec plaisir. Bon, et bien voilà, ça y est, je pense qu'on a fait le tour des petites astuces qu'on avait à vous donner dans cette vidéo. Ça fait beaucoup de petites choses que vous pouvez ajouter à vos parties, des petites subtilités ici et là. Certains sont situationnels, mais justement, lorsque vous arrivez face à ce genre de situation bien spécifique, eh bien, vous savez maintenant, vous avez les options qui vont vous permettre de potentiellement vous en sortir et gagner la partie. Voilà, donc un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous a plu. Un grand merci également à Amandile qui m'a accompagné une fois de plus. Voilà, merci à toi. Avec plaisir. Plaisir partagé. Je vais en profiter pour remercier les autres personnes qui ont participé indirectement, sous forme d'astuces, puisque c'est grâce à eux qu'on a pu faire cette vidéo. C'est tous ces joueurs-là, très bons, très expérimentés, qui ont donné tous leurs secrets et qui vous les ont livrés pour que cette vidéo puisse voir le jour tout simplement. Donc je vais les remercier par ordre alphabétique, comme ça ce sera plus simple. Donc Amandile, bien sûr, je t'ai déjà remercié. Il y a Armando, il y a également Barbecue, mais aussi Ben Drums, Dark Michael, Daiku, Ghosten, Gildor, Gorbag, Krand, Romano et enfin Chaka. Donc un immense merci à vous les gars parce que vous avez permis de réaliser cette vidéo et franchement tous les conseils que vous avez donnés, ils étaient tous de très grande qualité. Certains m'en ont même donné plusieurs, ce qui m'a permis de faire des choix et de faire un petit tri et de garder vraiment que les meilleurs pour avoir vraiment une vidéo de qualité. Donc un immense merci à vous. Je n'ai pas pu évidemment contacter tous les bons joueurs de France, il y a des très bons joueurs en France, il y en a beaucoup, donc j'ai pas pu contacter tout le monde, mais déjà vous avez vu que là avec 12 joueurs qui m'ont chacun envoyé entre 1 et 3 tips, ça fait beaucoup d'astuces. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue pour vous et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Petite piqûre de rappel parce que ça fait pas de mal, c'est vraiment le site Les Pièces Avancent, qui est donc le site organisé, géré par Amandile, mais un site aussi un petit peu communautaire puisqu'il y a d'autres personnes qui participent régulièrement sur ce site, pareil pour transmettre leur savoir. Donc c'est vraiment hyper intéressant et comme j'ai dit tout à l'heure, le site est vraiment bien écrit à chaque fois, les articles, c'est un régal à lire. Donc n'hésitez pas à foncer y faire un tour. Moi, je vais vous dire à plus pour de prochaines vidéos. Avant de vous quitter, vous connaissez, vous avez l'habitude, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter, à vous abonner, à partager. C'est ce qui permet de référencer la vidéo et donc de soutenir mon travail. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et Facebook si vous voulez voir toutes les petites figurines que je peins. Il y a quelques jolies photos.
à se mettre sous la dent. Donc voilà, n'hésitez pas. Et cette fois, c'est vraiment le mot de la fin. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Salut!